Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valran Moulet-Berthaud, fondateur du Crayon Group, un média suivi par plus de 5 millions d'abonnés. C'est avant tout un jeune homme visionnaire, ambitieux et déterminé. Moi, je veux surtout que les gens arrêtent d'être passifs dans leur vie, alors même qu'on est dans une société avec autant d'opportunités. Avec Valran, on parle justement de ça, voir les opportunités, les saisir et réaliser la chance qu'on a aujourd'hui. Je considère qu'on est dans le monde et les sociétés un peu occidentales, France, Europe, États-Unis et tout. On est super malheureux aujourd'hui, alors que pourtant, objectivement, on vit quand même vachement mieux qu'il y a 100 ans. Son énergie est communicative. Avec ses convictions, on a parlé d'alignement, de zone de génie, mais aussi du danger de trop plein d'introspection. J'ai un peu peur de tomber dans les gens qui passent leur temps à s'écouter réfléchir, à s'écouter penser, et qui finalement sont jamais en train de se construire, mais toujours en train de s'analyser. C'est marrant, on dirait ma mère qui m'a dit la dernière fois arrête de te poser autant de questions, ça ira mieux. Mais non, mais en vrai, moi pour le coup, je suis d'accord avec ta mère là-dessus. Moi, je suis comme toi à la base. Dans cet épisode, on aborde aussi le sens de la vie et l'importance de l'honnêteté radicale. En tout cas, dans ma tête, je l'englobe dans la même vision que j'ai de la vie ou de la vie que je veux mener. C'est j'ai les conversations les plus difficiles le plus tôt possible parce que je ne veux pas les avoir toute ma vie. Valran, c'est un entrepreneur qui prend le pouvoir sur sa vie et qui ose. Je suis sorti de cet échange boosté à bloc et j'espère qu'il en sera de même pour toi. Merci au M Social Opéra Paris pour leur accueil et laisse 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Et oui, désormais sur Spotify, j'accepte les commentaires et j'y réponds. Et sur l'Instagram Osé by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Valran. Salut Nico. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Bah, très bien, franchement. Alors, malgré le fait qu'il fait une canicule totale à Paris, ouais. C'était un peu la révision des chiffres du premier semestre du Crayon Group. Et ils sont très bons, donc je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Bon, parfait. Moi, t'es quelqu'un qui me fascine par ton énergie, mais là, même ne serait-ce que là, tu vois, on a papoté un peu avant de commencer l'interview, et t'as ce truc, je trouve, de cette jeunesse, quelque part, qui a envie de réussir, et je trouve que ça fait du bien. Et je ne te connaissais pas personnellement, mais en fait là en papotant un peu avec toi, je me dis waouh, c'est cette énergie là que tout le monde devrait avoir dans cette idée. J'ai l'impression, on va découvrir davantage. Non mais ça fait plaisir. Ouais. Moi je sais pas exprès de ce point de vue là. Alors c'est vrai que c'est un truc que je dis quand même parce qu'il faut parfois le moduler, parce que tu sais, sur les réseaux les gens se comparent beaucoup. Moi je suis quand même hyper actif de naissance, donc c'est sûr que niveau énergie, tu vois, ça aide. Et après c'est surtout que je considère que on est dans le monde et les sociétés un peu occidentales, France, Europe, États-Unis et tout. On est super malheureux aujourd'hui, alors que pourtant, objectivement, on vit quand même vachement mieux qu'il y a 100 ans. Ouais. Et je pense que les gens ont perdu du recul. Moi, j'étais assez proche de mes grands-parents, au global, et ils me racontaient la vie qu'ils menaient. Bah, on est quand même bien content devant Netflix. Ouais. Tout à fait. Ouais. Toi aujourd'hui, tu sais, je t'invite à une soirée. Tu connais personne. De fait, c'est mes potes, tu vois, ils te connaissent pas forcément. Tu te présentes comment ? Si on demande t'es qui, tu fais quoi ? Pendant longtemps, en vrai, premier degré, pendant longtemps, je flexais. C'est-à-dire que je pouvais passer 1 minute à dire alors je suis le fondateur du Crayon Group, un groupe de médias, nanana. Puis en fait, maintenant, je me rends compte que déjà tout le monde s'en fout, les gens s'intéressent à eux-mêmes. Donc en fait, t'as pas intérêt à passer. Non, mais en vrai, t'as pas intérêt à dérouler pendant 5 minutes ce que tu fais, parce que les gens ils sont en mode je me fais chier en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, je dis que je suis un entrepreneur dans les médias, que j'ai monté un groupe et que ce groupe-là, ça me passionne parce qu'on essaye de réunir la société de différentes manières. La plus connue, c'est le média de débat, mais aussi avec les pépites de France et le territoire, avec nos agences qui en fait ont toujours la même thèse, toujours la même vision du monde. C'est comment on réussit à faire en sorte que la société se parle plus, se rencontre plus, se connaisse mieux, y compris avec le crayon dans le désaccord. Ouais, c'est fascinant parce que même par rapport aux vidéos qu'il y a sur le crayon, sur la chaîne YouTube, il y a vraiment la société en fait. Par toutes les sphères de la société, toutes les opinions, qui sont réunies dans des débats. C'est comme ça que je le vois. Ouais, complètement. Et c'est tout le but. Et je suis très content que tu dises toute la société, parce que c'est justement ce que nous on a voulu faire quand on a commencé, en se disant personne de notre entourage, et on est 4. Et on est 4 avec des entourages différents, des univers, on vient de milieux différents, on a des idéologies même intellectuelles et personnelles différentes à 4 fondateurs du Crayon. Et aucun de nos 4 n'avait la sensation que nous ou nos proches se ressentaient représentés dans les médias traditionnels. Et donc on s'est dit, là, il y a une grave crise qui nous pend au nez. Parce que si on a l'impression que les gens qui parlent, ils ne nous représentent pas, à quel moment les gens vont arrêter de regarder les médias, donc arrêter de s'informer, et donc en fait être en proie
à des gens qui vont aller servir exactement le discours que ces gens-là ont envie d'entendre. Ouais. Et c'est ça qu'on a voulu éviter. Et donc du coup, nous, on s'est dit la meilleure manière de l'éviter, c'est au lieu de prendre des professionnels du débat, alors on en prend encore quelques-uns, hein, on essaie d'inviter des gens qui sont légitimes sur leur sujet, tout en ayant des avis différents. On a fait un débat très récemment, je ne sais pas quand est-ce que le podcast sortira, le débat sera probablement sorti à ce moment-là, entre un coach sportif, un coach, Ouais. Pas un influenceur sportif, un Ouais. coach sportif, et une femme qui est militante body positif. En tout cas, qui lutte contre la grossophobie. Ok. Et du coup, on débat du rapport au corps. Tu vois, et on va pas mettre un chroniqueur face à un chroniqueur. Ça n'a Ouais. pas de sens de faire ça. Prenons des gens qui sont impliqués sur ces sujets-là depuis plusieurs années. Et je pense d'ailleurs que ces gens-là se sont sentis pendant longtemps un peu oubliés des grands médias. En se disant, attendez, parce que je prends l'exemple du coach sportif. Il a 1 million d'abonnés sur YouTube. Ouais. Personne n'est jamais venu lui parler dans les médias traditionnels de comment on fait du sport, comment ça fonctionne, est-ce qu'il faudrait du sport dans l'éducation nationale. Enfin, on lui a jamais demandé son avis. Ouais. Alors qu'en revanche, on le demande quotidiennement à des chroniqueurs télé qui n'ont aucune idée du sujet, en fait, à la fin. Ouais, Et totalement. nous, on pense que la construction de la légitimité d'un sujet, elle est par le fait d'avoir soi-même roulé sa bosse dans ce sujet-là, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu as plusieurs médias, tu as un entrepreneur, tu l'as dit. Toi, quand tu étais petit, c'était un rêve, ça? C'était dessiné? Enfin, c'était quoi? C'était ton rêve plus jeune? Je sais pas. En fait, j'étais très en colère contre le système pendant longtemps. Et c'était plutôt le système éducatif. J'étais dans une école privée catholique très stricte Ok. que j'ai haï. Mais genre détesté. Et depuis, tout ce qui est trop autoritaire ou trop religieux ou trop dogmatique, ça me rend fou parce que moi, je suis toujours dans le ah bon? Et pourtant, si je te sors cet argument, qu'est-ce que tu vas dire? Et donc, de montrer un peu au système mis en place leurs propres contradictions, tu vois. Donc, en fait, j'avais cet ADN de, j'allais dire un peu rebelle, mais c'est pas le bon mot, plutôt d'iconoclaste, tu vois. C'est-à-dire, j'aime bien montrer que les figures d'autorité ne sont pas légitimes. Et en fait, le crayon a été la vision médiatique de ce parti pris-là, qui est qu'aujourd'hui, et je sais pas ce que t'en penses toi, hein, mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on ne croit plus dans nos élites, dans nos leaders, dans les figures d'autorité. Et je considère pas que ça soit forcément une mauvaise chose, je considère surtout que c'est une trahison, on va dire, de leur rôle d'autorité, Ouais. par plein de raisons. Et typiquement, l'exemple le plus récent et le plus médiatisé, c'est celui de Sarkozy, tu vois. Où Ouais. le mec a quand même été président pendant 5 ans et aujourd'hui, il a déjà été condamné et il y a une deuxième affaire qui arrive où il pourrait être condamné. Ça fait beaucoup quand même pour un type qui est censé être l'exemplaire, celui qui est censé avoir un rôle exemplaire. Et tu fais ça sur beaucoup de sujets, sur les médias, sur la culture, sur l'autorité policière et sur plein en fait de tous les sujets de la société. Les gens ne reconnaissaient plus l'autorité. Et je pense que nous, si on veut réussir à reconstruire de l'autorité, il faut qu'on puisse reconstruire en fait des personnalités qui ont la légitimité pour le coup populaire et pas la légitimité institutionnelle. Mais tu penses que justement c'est en ayant été dans cette école où tu haïssais, comme tu dis, la manière dont on te disait comment on devait apprendre ou quelles croyances on devait avoir, qui t'a quelque part poussé à prendre un libre arbitre en fait? Ouais, Tu vois, mais t'as complètement raison. C'est parce que je trouvais que c'était enfin, on avait beaucoup cette expression-là quand on était gosse, mais c'est abusé. Il y avait ce truc de c'est abusé et tout, tu vois. Et nous, on avait vraiment ce truc-là. Parce qu'il y a eu plusieurs dérives vraiment conséquentes dans le bahut dans lequel j'étais, qui étaient pourtant les trucs un peu élitistes, en mode c'est nous qui sortons le plus de mentions au bac, et ce genre de conneries, tu vois. Et nous, on voyait bien qu'il y avait des dérives. Je te prends un exemple d'une dérive. C'était un bahut qui était catholique. Donc le pardon de Jésus comme valeur phare et tout ce que tu veux. Il y a des élèves qui se sont fait choper à fumer de la drogue, fumer de la weed, en dehors de l'école. Ouais. En dehors de l'école, important. Ils se sont fait identifier et ils se sont fait virer de l'école en cours d'année. Il est où le pardon? Donc en fait, il est le truc que vous nous expliquez que c'est votre pilier spirituel, c'est vos valeurs et tout. Vous n'êtes pas capable de l'appliquer auprès de gens qui théoriquement sont ceux qui en auraient le plus besoin. Parce que s'ils ont pris de la drogue, peut-être qu'ils avaient de la fragilité, peut-être qu'ils avaient une faible estime d'eux, peut-être qu'ils étaient un peu dans une situation compliquée. Il aurait fallu leur tendre la main, pas leur fermer la porte. Et là, j'étais en mode... Et ça, c'est un exemple. J'en ai 10 comme ça. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, vous n'êtes pas légitime. Vous n'avez pas une autorité légitime. Vous mentez, en fait. Vous prétendez avoir des valeurs humanistes, des valeurs de pardon, ce que tu veux. Ce n'est pas vrai. Vous avez des valeurs d'élitisme et c'est marche ou crève. Et c'est pas ma vision du monde. Ouais. Moi, c'est pas ma vision du monde. Et donc, en fait, ma vision du monde, c'est même pas de dire le monde il est beau, le monde il est gentil. Je suis pas naïf de ce point de vue-là. C'est juste, tu peux très bien dire ma vision du monde, c'est marche ou crève. Et si t'es content, tant mieux. Si t'es pas content, tu pars. Mais tu peux pas dire ma vision du monde, c'est le pardon. Et dès que le mec fait le moindre écart en plus en dehors de l'école, tu le vires.
Alors même que potentiellement, ça serait celui qui a le plus besoin d'être aidé, d'être accompagné. Et moi, cette vision-là, je m'y retrouve pas. Mais en plus, quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est tellement commun d'avoir des dissonances en fait entre ce que les gens disent, ce que les gens font, ce que les gens mettent des lois et font le contraire. En fait, il y a quelque part un manque d'alignement et ce podcast est d'ailleurs un peu né sur cette histoire d'être aligné avec qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit. En reprenant des bases même de dev perso du livre Les 4 accords Toltec, que si tu peux que ta parole soit impeccable, qu'à un moment donné tu sois juste dans ce que tu dis en fait et dans tes actes. Et en fait quand t'entends ce genre d'histoire et même dans la société, effectivement je pense qu'il y a des dissonances, il y a clairement des dissonances qui sont là. Et le problème des dissonances, elle est interne et externe. Interne à la personne qui la propage et externe à la personne qui la propage. Premier problème de la dissonance, c'est que ça rend très malheureux. Les gens qui se revendiquent écolo, mais qui en fait prennent l'avion 10 fois par an, ils se sentent malheureux, ils culpabilisent. Et c'est pareil dans tous les domaines. Et en externe, parce que du coup, tu vas projeter une image parfaite qui va faire culpabiliser les gens et qui vont empêcher les gens d'aller eux-mêmes agir sur leur propre vie parce qu'ils disent non, mais de toute façon, eux, ils sont trop forts. Pour eux, soit ça a été facile, soit ils avaient trop d'avance, soit ils étaient imbattables. Et donc, en fait, ça n'humanise pas les réussites. Et c'est très dommage. Et je le dis parce que nous, on fait partie un peu des boîtes qui ont très bien marché. On est peut-être la boîte média ou une des 2-3 boîtes médias qui a la plus forte croissance depuis le Covid, avec peut-être Legend et le groupe du Média Positif. Et en fait, on regarde, on est quasiment les seuls, en comptant ceux-là, même en comptant tout le paysage des médias digitaux, à avoir des fondateurs qui expliquent ce qu'ils font de manière très transparente via leurs propres réseaux sociaux. Donc en gros LinkedIn et Insta TikTok pour les fondateurs du Crayon. Et je trouve ça ouf que personne ne documente en toute transparence la construction de son média, qui est pourtant l'entreprise qui nécessite le plus de transparence de toute culture. Et ça, moi, c'est une voie que j'essaie de construire. Nous, on est imparfait. Le Crayon, on a eu plein de critiques sur le fait qu'on cherchait le buzz, sur le fait qu'on n'avait pas de journalistes, sur le fait qu'on poussait des idées d'extrême gauche ou d'extrême droite. Mais ça, en fait, nous, on est OK avec ça parce qu'on a documenté tout ça. Donc, en fait, les gens peuvent comprendre qu'on est imparfait. Donc, oui, il y a un débat qui t'a pas plu. Peut-être que c'est juste ça t'a pas plu à toi. Peut-être que nous, on s'est trompé aussi. Mais en fait, l'erreur est humaine, on fait ce qu'on peut et on va s'améliorer. Et je pense que le fait de le documenter, ça crée de la confiance. Parce que si tu as envie de savoir ce qui se passe dans la tête des fondateurs du Crayon, tu vas sur leur compte de réseaux sociaux à eux, tu les suis et tu sauras vite de quel bois on est fait, quelle vision du monde on porte et comment on construit en transparence. Et c'est dur. Parce que le jour où tu as fait une émission qui a moins bien marché ou que les gens ont moins aimé, quand tu as fait un trimestre qui était financièrement moins bon que le précédent, ce que tu veux, quand tu as fait un deal pour un client et que tu as eu un moins bon résultat, c'est dur, t'as pas envie de le documenter, t'as envie de rester sur tes succès, de montrer que t'es le plus fort. Mais c'est justement là que tu crées la plus forte valeur pour les gens, pour leur rappeler que peut-être que le Crayon ça marche très bien, mais ça marche très bien parce qu'on se plante parfois, parce qu'on essaye, parce qu'on prend des risques et tout ce que tu veux. Jeff Bezos, alors c'est pas une référence dans tous les domaines, mais sur l'entrepreneuriat, ce qu'il dit est très juste. Il disait qu'il y a 2 types de prise de risque. Il y a la prise de risque avec une possibilité de mort. Et donc du coup ça pour le coup de mort de l'entreprise, ça t'as intérêt à ne jamais la prendre, même si c'est une probabilité très fine, t'as intérêt à ne jamais la saisir parce que ça t'empêcherait d'aller jouer la partie d'après. Et t'as des prises de risque où si jamais tu te plantes, tu peux revenir en arrière et il n'y a aucun problème, t'auras perdu du temps et de l'argent mais ton truc va pas mourir. Et ça, moi, la deuxième catégorie, j'encourage les gens à prendre le maximum de risques. Et nous on s'est planté sur plein de trucs. Pas la fin du monde. Là, comme je te dis, on voit l'énergie, on voit l'entrepreneur. J'ai envie de comprendre et que les gens, en fait, parce que je pense pas que tout le monde dans ma communauté te connaisse, c'est que là, tu vois, le mec que j'ai en face de moi, ça a été quoi les chapitres de sa vie qui l'ont amené à ça? Imagine, tu sors ta biographie, là, tiens, l'année prochaine, à la rentrée. Comme Bardella, je suis beaucoup trop jeune pour avoir une biographie, je sais même pas si j'en aurais une un jour. Une baby biographie de Valran qui sort là à la rentrée. C'est quoi les chapitres clés et qui J'aime bien la question, elle est très introspective. Non mais tu sais où t'es arrivé ici. Non mais c'est vrai, t'as raison parce que non mais c'est vrai que j'aime bien la question en chapitres parce que souvent en fait on crée des chapitres dans sa vie par les étapes de vie plutôt que par les cycles personnels. Tu vois, on va dire j'ai eu tel job, j'ai été dans telle relation de couple et en fait on va oublier que au sein même de ces jobs et de ces relations on a eu des cycles en fait, tu vois. Les grands chapitres, je dirais en gros de mes on va dire 10 à 17 ans, j'étais contre le système, j'étais toujours en train de m'énerver contre l'autorité, j'étais toujours en gros, j'étais
je restais très positif comme gars dans la vie de tous Ouais. les jours, mais j'étais assez en colère contre l'autorité. J'avais monté des petits trucs de business, mais rien d'intéressant, juste je faisais de l'achat-revente de coques d'iPhone. Rien d'intéressant. Et à 17 ans, je monte une première boîte d'événementiel au milieu de ma terminale. Et là, pour le coup, je me retrouve à enfin avoir les mains sur mon destin. J'avais toujours l'impression que l'école, dans les devoirs, les contrôles, les interros, les bacs blancs, les bacs, tout ce que tu veux, j'avais pas le contrôle sur mon destin. C'était une espèce de formule magique de devoir que j'avais pas trop craqué. Et là, j'avais le pouvoir sur mon destin. Ça je faisais un meilleur travail, je gagnais plus d'argent. Je faisais un moins bon travail, je gagnais moins d'argent. Et j'étais en mode, ça me change la vie. Et du coup, on a monté la boîte et on est allé assez vite. Et on a revendu la boîte quand j'avais 19 ans. Alors, des petites sommes. Hein. C'était vraiment très, 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 très loin des grands trucs de start-up qu'on a dans les médias et tout, tu vois. Mais ça m'a mis, moi, bien pour l'époque. J'étais en mode, putain, trop stylé, Tu dis quand même, j'ai revendu une boîte à 19 ans. Oui, Enfin, l'histoire est plus belle que les chiffres. Les chiffres, c'est équivaut à 2-3 belles années de salaire, quoi. Tu vois, c'est pas. Tu n'étais pas sur des trucs fous, tu vois. Et donc après, pour moi, ça c'est dans le même chapitre. Après, je montre une entreprise avec ma copine, enfin ma copine de l'époque, et on monte une entreprise de community management, donc qui était proche de l'événementiel, proche du truc. Et là, on a fermé la boîte quand on a rompu et tout ce que tu veux. Mais ça, pour moi, c'était le chapitre, on va dire deuxième chapitre, donc rébellion contre l'autorité. Deuxième chapitre. En fait, j'ai de la valeur ailleurs. Je suis dans le système scolaire pour être doué. Et donc du coup, je me rends compte que j'ai de la compétence. J'arrive à faire des trucs de ce point de vue-là. Troisième chapitre, je suis complètement perdu parce que du coup je perds ma copine et ma boîte quasiment dans la même semaine en fait. T'avais quel âge ? J'avais 21, 22 et ça a été hyper violent comme truc parce que j'étais en mode je ne sais plus qui je suis, ce que je fous. Ouais. Donc j'avais un peu d'argent de côté, je faisais des études à la Sorbonne en parallèle mais que je n'ai pas terminé. Et donc du coup j'ai un peu une crise existentielle à ce moment-là et c'est à ce moment-là que je me dis en fait je m'en voudrais toute ma vie si je me lance pas sur YouTube. Et à ce moment-là, Sixtine, ma sœur et associée, a eu l'idée de monter un média à destination des jeunes. Je me dis, ok, ce serait cool, mais faisons peut-être plutôt du débat. Ça sera plus proche de ce que nous, on a comme ADN, parce qu'on débat beaucoup dans la famille et tout. Ouais. Et du coup, là, à ce moment-là, on rencontre Jules et Antonin dans le cadre du projet. On monte vite le projet à 4 et on lance le crayon. Et donc, ça clôture un peu le troisième chapitre qui est « Je me perds et je me retrouve ». Et après, le quatrième chapitre dans lequel je suis aujourd'hui, c'est « J'ai trouvé ma voie ». Ma voie, en fait, c'est d'entreprendre dans les médias, c'est d'essayer d'influencer positivement le pays en poussant les gens à prendre leur indépendance, à avoir plus de prise de risque, à défendre aussi leurs opinions, qu'elles soient de gauche, de droite, peu importe, en fait, et à se battre, en fait, dans la société pour mener ses combats. Tout le monde a ses combats. C'est juste qu'en fait, j'ai l'impression que on croit encore que c'est réservé à quelques petites personnes de l'élite de donner son avis, mais en fait, c'est pas le cas. Il suffit de prendre une vidéo, de se filmer sur TikTok, de donner son avis. Il suffit d'ouvrir une auto-entreprise, de vendre ses services et de prendre son indépendance, en fait. Moi, je veux surtout que les gens arrêtent d'être passifs dans leur vie, alors même qu'on est dans une société avec autant d'opportunités. C'est ça, beau. c'est mon quatrième chapitre de vie, tu vois, on va dire. Quand tu as eu bien que tu étais jeune, et je pense que toute personne peut se reconnaître à des moments où à 20, 21, 22, on peut passer par des moments plus compliqués. Néanmoins, donc c'est ta sœur qui t'a impulsé quelque part. Complètement. Qu'est-ce qui se passait en toi quand tu étais un peu paumé ? T'essayais des choses ? Tu te souviens un peu de cette période ? Ouais, je sortais beaucoup. Ouais. En vrai, parce que j'avais toujours beaucoup de relations du coup dans le milieu de la nuit, et donc j'avais encore beaucoup de relais en fait pour pouvoir faire des soirées marrantes et tout ce que tu veux. Mais je me voyais encore à l'époque en fait dans une logique de pirate. C'est-à-dire, je me voyais encore dans l'entrepreneuriat, c'est un acte de piraterie envers le système. Ouais. Donc en fait dans une ADN très start-up, très business en ligne, c'est-à-dire en fait le côté le anti-système. Je sais pas autre mot, anti-système. Ouais. Et je tombe sur les vidéos à peu près à cette période-là de The Family, de Oussama Ammar. Et ça m'a transformé la vision de la société parce que pour moi, du coup, ce que j'étais en train de vivre, c'était une transformation en fait d'une piraterie extrêmement égoïste, tournée vers soi, en mode comment moi je peux le mieux m'en sortir possible grâce au fait d'être anti-système, grâce au fait d'avoir compris comment jongler un peu entre les lignes du système, à quelqu'un qui me dit soyez anti-système comme posture, mais ne cherchez pas à détruire le système. Cherchez juste à construire un système qui vous plaît. Donc une vision beaucoup plus constructive en fait de cette vision
de la société que j'avais un peu anti-institutionnelle. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a vraiment reconstruit intellectuellement. Ça a été une longue période de doute. Hein. J'ai passé peut-être 6 mois, 1 an dans cette phase-là où je sortais un peu, j'allais un peu en cours. Je faisais parfois quelques trucs de business parce que j'avais encore mes compétences d'événementiel ou de community management. J'ai fait un peu de freelancing pour certaines boîtes et tout. Mais j'étais hyper malheureux parce que j'avais pas du tout de sens dans ma vie. Et de sens, pas forcément dans le côté vertueux, tu vois, de sens de direction, quoi. Je ne savais pas où j'allais. Et en fait, c'est les vidéos de The Family qui m'ont convaincu qu'en fait, il fallait que j'aille faire quelque chose qui a de l'ambition, qui a de l'ambition pour moi, mais qui a de l'ambition surtout pour les autres. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce discours-là. Et je me suis dit, en fait, où est-ce que j'ai envie d'avoir le plus d'impact, moi ? Là, j'avais envie d'avoir le plus d'impact, c'était dans la vision du monde chez les gens. J'étais convaincu que le truc qui faisait le plus de mal à la France, c'est cette espèce de chape de plomb. C'est Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande, qu'on avait reçu en une des premières invitées du Crayon, et nous avait dit il faut combattre le reste à ta place. C'est ça, en fait. A posteriori, je ne le pensais pas comme ça à l'époque, mais c'était ça qui m'avait impulsé cette transition de période de doute. C'était en fait, j'étais pas là pour moi sortir de mon propre reste à ta place. J'étais là pour combattre un reste à ta place global, en fait. Et donc, du coup, j'ai transformé une colère ou une tristesse personnelle en quelque chose de moteur et de positif pour les autres. Ouais. Alors, j'y gagne, hein, on va pas se mentir. Je suis entrepreneur, je suis là aussi pour bien gagner ma vie et tout ce qui va avec, mais j'ai envie de bien gagner ma vie en étant utile à la société. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un en étant passé par là, même si effectivement il y a eu l'inspiration via YouTube et The Family, il y a eu ta sœur Sixtine qui a eu quand même et puis d'autres youtubeurs, j'ai cité The Family, c'était les principaux, mais en tout cas des gens inspirants que tu as pu voir. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se sent justement un peu perdu et qui manque de sens aujourd'hui dans sa vie ? C'est toujours dur à dire parce que ça dépend des gens auxquels tu parles, mais pour moi la priorité absolue c'est de développer une compétence, tant mieux si tu l'as déjà, mais développer une compétence qui a de la valeur aux yeux des gens. Je pense que c'est le plus grand acte d'émancipation au XXIe siècle, c'est d'avoir une compétence suffisamment rare pour qu'elle ait pas mal de valeur sur le marché. Ça peut être le fait de développer, le développement informatique, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être de la cybersécurité, ça peut être jongler les normes écologiques ou les réductions d'émissions. Tous les sujets un petit peu modernes ou un peu importants et qui est important pour suffisamment de monde pour que tu puisses gagner en freelance 2, 3, 4, 5 000 euros par mois. Parce que déjà là, par rapport à la majorité des Français, tu as déjà une vie bien meilleure, plus libre, géographiquement et même en termes de charge d'horaire, et plus agréable financièrement parce que le salaire moyen médian français il est à 2200 euros par mois. Tu fais 3000 en freelance, t'es déjà à ce niveau-là, tu vois, en vrai. Mais tu développer une compétence pour moi, vraiment. Tu penses que tout le monde peut devenir entrepreneur ? Je pense que n'importe qui peut devenir entrepreneur, mais pas tout le monde. Okay. Pas tout le monde dans le sens de tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'a pas l'acceptation du risque, de l'incertitude qui va avec. Je pense que tout le monde n'a pas aussi le goût de ça. Il y a beaucoup de gens qui adorent être dirigés. Alors, ils ne le diront pas parce que tu as l'impression que tu te rabaisses quand tu dis ça. Mais il y a beaucoup de gens qui adorent qu'on leur explique où est-ce qu'il faut aller. D'ailleurs, le coaching, de ce point de vue-là, pour entrepreneurs, c'est un peu une forme de CEO externalisé de ta propre boîte, tu vois. Il y a un conférencier américain que j'aime beaucoup qui me dit beaucoup de gens me demandent ce qu'ils doivent faire de leur boîte. Mais pour moi, c'est la première étape de l'entrepreneur. C'est le job de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il doit faire de sa boîte ? Donc en fait, je pense que n'importe qui peut, que tout le monde ne devrait pas forcément, qu'en fait, il faut être libre. Il ne faut pas se sentir au contraire l'injonction inverse. Tout le monde doit être entrepreneur, pas du tout. Nous, on a plein de gens au Crayon qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont nos employés. Et c'est des gens qui, en tout cas, vu la trajectoire qu'on est en train de prendre, vont mieux réussir que l'écrasante majorité des entrepreneurs en termes de statut, d'argent personnel, de responsabilité et tout. Donc, il y a des modèles à opposer, c'est pas toujours tout blanc tout noir. En revanche, je suis convaincu que la première étape pour être libre dans l'entrepreneuriat ou le salariat ou le freelancing ou tout ce que tu veux, c'est la compétence. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est un discours qu'on entend nulle part alors que ça m'apparaît être la base. Là, typiquement, on parlait un peu en off que des podcasts t'avaient contacté parce qu'ils voulaient tes compétences en réseaux sociaux, en cadrage, en construction de podcasts. T'as une compétence rare. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une compétence rare. Et plus tu as de compétences rares, plus ta valeur augmente parce que tu as même des compétences que tu peux réussir à mélanger. Si jamais tu es très bon en création de contenu, par exemple, et que tu es aussi très bon en pub sur les réseaux sociaux,
T'as une double compétence. T'es bon en création de contenu qui performe en pub. Waouh, grosse compétence. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement ce que tu veux dire et je me dis en fait quand tu dis ça que c'est même un peu même la base de tout développement personnel, c'est qu'il y a tout le temps le moment où on va te dire quelles sont tes forces, où est ta zone de génie. Exactement. Et que souvent la zone de génie, en fait, elle est tellement là. Presque, il y a à la fois les compétences de je sais faire un podcast, je sais gérer ça, ou dans mon travail je sais faire ça et ça me plaît, donc tant mieux, mais il y a aussi des zones de génie qui sont presque naturelles. Et souvent, les gens ne savent pas, et même moi des fois je m'y perds, sur quelles sont mes fameuses qualités naturelles que les autres n'ont pas, qu'on peut potentiellement monétiser, utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Un peu cette unicité qui est tellement simple pour nous qu'on ne se rend pas compte. Moi, quand je pars voyager au bout du monde, c'est ce que je dis, juste ce que je dis, juste. Tu vois, Ouais. on me dit mais c'est dur d'aller voyager seul. Ben non. Et les gens me disent waouh, c'est incroyable, tu prends ton sac à dos, tu pars loin. Et moi, ça me paraît pas difficile. Et tu fais des rencontres facilement là-bas. Oui. Bah, en fait, tu vois, c'est con, mais là, typiquement, c'est-à-dire que tu as un potentiel de personnes qui pourraient prendre les partenariats d'une boîte, qui pourraient même être sales probablement, qui pourraient prendre la communication au public d'une entreprise, parce que tu as ces compétences-là d'être très naturellement tourné vers les autres et tout ce que tu veux. Mais en fait, ce que tu dis, c'est aussi que pour moi, tu peux bâtir tes... En fait, pour moi, je différencierais les zones de génie et les compétences. Bah, Tu peux être tout à fait. Ouais. Une zone de génie, c'est être très bon avec les gens, par exemple. Une Ouais. compétence, c'est le management. Parce que tu peux être très bon avec les gens et ne pas avoir les bases du management, donc faire des erreurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ta zone de génie, toi? C'est une bonne question. Je Tes sais compétences, pas. j'ai à peu près l'idée. En tant qu'entrepreneur, t'en as plein. Mais vraiment, ta zone de génie, qu'est-ce qui fait que tu es unique? La force de conviction, je pense, de tout. Ok. Je me cache pas, j'assume ce que je pense, j'assume ce que je dis. J'ai jamais refusé la moindre contradiction. Je la souhaite même d'ailleurs, je la cherche de plus en plus. Je pense que c'est en gros un mélange entre le courage et la conviction, quoi, en fait. C'est-à-dire que je pense que j'ai la zone de génie de quelqu'un qui est capable d'aller embarquer une communauté, une foule ou un mouvement pour se dire allez, on va ensemble accomplir cet objectif. Notamment parce que je suis pas un petit chef. Je suis relativement désintéressé de ma propre personne. J'adore ce que je fais, j'adore ma vie, mais en fait, je m'en fous de moi. En fait, qu'on me dise bravo toute la journée ou qu'on me dise pas bravo, Ouais. une importance fondamentale. En revanche, ce que je crée, qu'on trouve que ce que je crée c'est stylé, ça, moi, ça me fait kiffer. Ouais. Tu vois. Donc moi, ma zone de génie, je la situerais peut-être là. Parce que la force de conviction, c'est ce qui va réunir un peu la communication, le marketing et l'édito, là où je suis plutôt bon, les conférences, la partie médiatique et toute la partie un peu, on va dire, vente, négociation et tout, qui sont une forme de force de conviction. Donc voilà, après, je sais pas, en fait, c'est toujours dur à dire. Je pense qu'il faudrait voir les gens qui sont prêts à payer Valorant, qu'est-ce que eux diraient de ça, en fait. Parce que c'est souvent aussi là qu'on est capable de voir ce qu'on vaut, parce que ce qu'on vaut, c'est quand même ce qu'on vaut dans les yeux des gens. Et la meilleure manière de voir ça, c'est ceux qui sont prêts à te payer. C'est on revient à ce que je te disais sur le côté, tout le monde veut Nico pour s'occuper de sa com et de la structure de son podcast, parce qu'en fait, tout le monde est impressionné par le travail que tu es capable de faire sur ton propre podcast. Mais du coup, cette compétence-là, c'est parce que les gens viennent te voir en disant on peut pas faire un petit truc où je te paye et tu t'occupes de ce que tu veux, que là tu sais que tu as de la valeur là-dessus. C'est d'ailleurs souvent dans tout ce qui est, on va dire, programme pour apprendre à se connaître, il y a toujours le moment où contactez 15 personnes de votre entourage qui vous donneront vos qualités et vos défauts. Ouais. Pour aller chercher justement en quoi on apporte de la valeur naturellement. Pourquoi les gens nous contactent, pourquoi les gens nous Et moi, parlent. je rajouterais le pourquoi ils te paieraient. Ouais. Parce que je trouve que ça permet de rendre extrêmement concret le truc. Genre, si jamais tes potes devaient te payer 100 balles ou 1000 balles ou 10 000 balles, ils voudraient prendre quoi chez toi pour ce prix-là? Et ça permet de voir aussi tes opportunités d'offres, qui est un autre qui est un sujet même après le sujet de en quoi je suis fort, quelle offre je construis pour pouvoir faire en sorte que les gens profitent de la valeur que je suis capable d'apporter. Et ça, pour moi, je prends un exemple parce que ça m'avait beaucoup marqué. J'ai un de mes très bons amis dont la mère est une cuisinière, mais top niveau. Et sa mère, elle est DRH dans une petite boîte. Donc, elle une boîte qui marche plutôt bien, mais elle doit gagner, je pense, peut-être 40, 50 000 euros par an. Tu vois, un bon salaire par rapport à la moyenne des Français. Mais elle a 55 et tout. Et ses amis, ses proches, ce que tu veux,
à chaque fois qu'ils font le moindre événement un peu cool, ils veulent que ce soit elle qui cuisine plus que des traiteurs. Hein. C'est vraiment ce stade-là. Et donc, du coup, un jour, elle a dit, un peu pour une blague, pour le mariage d'une fille de ses potes, la fille de sa pote avait déjà bouffé beaucoup d'éléments, en disant, moi je la veux elle et tout, elle est trop bien ce qu'elle fait. Et elle a dit, aujourd'hui on a un devis pour tel traiteur et tout, est-ce que pour le nombre de personnes qu'on a, t'es capable de mettre le même prix? Elle était en mode, largement. Elle a créé une boîte de traiteurs. Ah ouais, et ça c'est génial. Et en fait, elle s'était pas rendue compte depuis 10 ans qu'en fait la vraie valeur que voyaient les gens chez elle, c'est la cuisine. Alors la cuisine, c'est souvent un truc qui revient régulièrement parce que c'est un truc où t'exposes facilement tes compétences aux gens. Parce que là, c'est bon, on se fait une bouffe, rapidement, si toi au moins on cuisine bien, l'autre va le noter. Ouais. Mais peut-être que je noterai pas que t'es excellent en pub. Parce qu'on va s'asseoir pour faire des pubs. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, en fait, je pense. C'est comment t'exposes tes compétences aux gens et quelle valeur ils y trouvent. Nous, on a recruté des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qu'on a recrutés au Crayon parce que on bossait avec eux. Ils bossaient pour une autre boîte ou pour un partenaire ou pour un truc comme ça. Mais t'es chaud, toi, là-dedans. En fait, tu serais pas intéressé on discute? Là, en tant qu'entrepreneur, tu dois prendre, j'imagine, pas mal de décisions. Comment, selon toi, on arrive à choisir dans la vie ou à prendre une bonne décision? Ça, c'est vraiment super difficile. J'ai vu un podcast de comment il s'appelle, de Cyrus North sur le sujet. Je te le recommande si tu l'as pas vu. Qui est super intéressant. Moi, je pars du principe que, en gros, la meilleure décision, c'est la décision avec laquelle tu seras le plus à l'aise à horizon 1 an, 2 ans, 5 ans. Et en gros, après, peut-être que quand tu as 45 ans ou 40 ou 50 ans, peut-être que le 5 ans se transforme en 10 ans ou en 20 ans parce que tu as plus de temps long dans ta propre vie. Mais pour moi, en tout cas, à mon âge, j'ai 27 ans, pour moi, 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est déjà un bon horizon de temps. Et pour moi, ça, c'est le premier truc que je me dis à chaque fois que je prends une décision, c'est qu'est-ce que j'en penserai dans 1 an, dans 2 ans et dans 5 ans. Et déjà, ça te permet généralement de couper toutes les décisions qui sont un peu des décisions de victoire rapide, mais qui en fait ne sont pas sains dans le fond. Typiquement, on te propose, je prends un exemple très simple, mais ça nous arrivait plusieurs fois avec le Crayon. On nous propose un deal d'une boîte avec un vrai bon prix, mais on n'est pas de ouf aligné avec la boîte ou avec ce que la boîte fait ou avec ce que la boîte revendique comme valeur et tout. C'est dur, on a envie de faire de l'argent, on a envie d'être successful, on a envie de s'afficher avec des grosses boîtes, on est content et tout. On refuse. On refuse parce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, on regrettera. Donc toi, ça te permet d'éviter ce genre de décision. Et de l'autre côté, ça te permet aussi, par exemple, typiquement, c'est un sujet qui arrive, je sais, à beaucoup de monde quand t'es entre 22 et 35 ans. Cette période-là, tu perds et tu gagnes beaucoup d'amis. Enfin, tu perds plus d'amis que tu en gagnes, mais tu as un gros mercato de ton réseau amical, tu vois. Pour moi, il faut parfois accepter que des amis qui sont même des gens que tu aimes bien, mais tu n'as plus le temps de les voir et c'est plus tes priorités, tu vois. Comment tu décides de ça? Est-ce qu'à 1 an, ça me manque? Est-ce qu'à 2 ans, ça me manque? Est-ce qu'à 5 ans, ça me manque? Alors après, il faut réussir à se parler à soi-même. C'est pas toujours facile, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment l'horizon de temps qui définit la qualité d'une décision. Et je rajoutais une deuxième chose qui est là, pour le coup, beaucoup plus entrepreneuriale. C'est une bonne décision. Alors, c'est une phrase un peu toute faite, mais une bonne décision, c'est une décision où, quand je la prends 1000 fois, quand je la prends 1 million de fois, à la fin, en statistique, j'ai raison de l'avoir prise. Typiquement, je conduis bourré. C'est pas le cas, hein, j'ai pas le permis. Si je conduis bourré et que je rentre chez moi sain et sauf, on peut pas dire la conclusion, c'est que c'est pas grave. Parce qu'il suffit d'une fois pour que j'ai un gros problème. Ouais. Si jamais je fais un rendez-vous avec un type qui pourrait être un super client, j'ai pas du tout réussi à le signer, ou j'ai fait un débat, j'ai mis des intervenants, c'était pas des bons intervenants, en fait c'est pas grave, parce que si je fais ça à l'infini, j'aurai des bons clients et j'aurai des bons intervenants. Dans ta vie, t'as tendance à douter? Ouais, tout le temps. Tout le temps, donc moi d'ailleurs je comprends pas les gens qui doutent pas, en vrai. Je trouve que les gens qui doutent pas, ils sont tellement forts. Parfois moi je les prouve même un peu, je trouve que c'est des ovnis. Je sais pas si toi t'as la même réaction des gens très, très aériens. Tu vois. Oh, mais tu démontres pas du tout une personnalité qui semble douter, en fait. Oui, mais d'accord, non. Alors dans ce cas-là, est-ce que je suis sûr de moi? Oui. Est-ce que je doute? Oui, en fait. Et c'est plutôt dans ce sens-là peut-être où il y a pas une confusion, mais où je sépare les deux sujets. J'ai très confiance en moi et en mes capacités, et encore plus en capacité de mes associés, de mon équipe et de ce qu'on produit.
En revanche, je doute tout le temps parce que j'ai toujours l'impression qu'on pourrait faire mieux. J'ai toujours l'impression que on n'est pas assez bon, qu'on se repose trop sur nos acquis. Enfin, j'ai vraiment une éthique de travail qui fait que j'ai toujours l'impression que on pourrait faire beaucoup mieux sans forcément travailler plus ou juste parce que j'ai l'impression qu'on vit dans une époque, je vais formuler comme ça. J'ai l'impression qu'on vit dans une époque où ce que tu peux apprendre est illimité. Ouais. Et donc, en fait, je doute beaucoup parce que j'ai l'impression que notre plafond de verre, c'est notre propre incapacité à apprendre des nouveaux trucs. Et donc, en fait, ça m'obsède parce qu'à chaque fois que j'ai l'impression qu'on va pas assez vite, j'ai l'impression qu'on n'a pas appris assez vite. Donc, je doute beaucoup. Puis après, il y a aussi les critiques. C'est évident que ça te touche, tu vois. Moi, les félicitations me touchent au même titre que les critiques me touchent. Je trouve que les gens que ça touche pas du tout, ils sont super forts mentalement et tout ce que tu veux. Moi, ça me touche, évidemment. J'estime que, en revanche, c'est plus nécessaire de le faire sans avoir de critiques. De ce point de vue-là, je trouve que le fait d'accepter que ça fait mal d'être critiqué, de se remettre en question, et une fois que tu t'es remis en question, t'es en mode bon, la critique elle était intéressante ou elle n'était pas intéressante, faut être capable de se dire ça aussi. Bah là, tu peux réussir à avancer. Mais moi, je doute énormément. Ça n'empêche pas que j'ai beaucoup confiance en moi. Et en fait, pour moi, les deux sont pas incompatibles. Mais c'est même parce que tu doutes que tu es capable d'avoir confiance en toi. Parce que du coup, tu as un miroir constant sur toi-même. Il y a une phrase, je sors un peu du sujet, mais pour moi, en tout cas dans ma tête, je l'englobe dans la même vision que j'ai de la vie ou de la vie que je veux mener. C'est j'ai les conversations les plus difficiles du monde le plus tôt possible. J'ai les conversations les plus difficiles le plus tôt possible parce que je ne veux pas les avoir toute ma vie. Et ça m'a marqué, ça m'a frappé. Et du coup, alors, évidemment que j'arrondis les angles, tout ce que tu veux, mais j'essaie le plus possible de dire ce que je pense en temps réel. Comme ça, en fait, je suis libéré de ce poids-là. Il y a un livre là-dessus, L'honnêteté radicale. Exactement, Radical Honesty, ouais, exactement. Passionnant bouquin, je le recommande aux gens, c'est extraordinaire ce qu'il racontait dedans. Et c'est important, chacun gère sa vie. Si jamais ça vous va pas, si vous êtes dans une vie où dire la vérité vous coûterait plus cher que ne pas la dire, chacun vit dans un truc. Si t'es dans une dictature, t'as pas la même marge de manœuvre que dans une démocratie. Donc je vais être prudent là-dessus. Mais en tout cas, à titre personnel, pour moi, le doute nourrit la capacité que j'ai à dire ce que je pense. Parce que je doute tout le temps, que du coup, je peux dire ce que je pense et douter dessus et revenir dessus et changer d'avis et documenter mon changement d'avis. Et les gens, ils trouvent ça cool. Et donc, tu arrives à avoir. En fait, je vois tout ce que tu dis, mais tu vois, mais quand tu parles d'honnêteté radicale, enfin, on reprend le titre du livre, mais moi, je sais que dans ma vie de couple que j'ai eue pendant 9 ans, l'honnêteté, c'était compliqué. Je sentais que c'était dur d'aller aborder ces fameuses conversations difficiles parce qu'il y avait des peurs et des insécurités. Tu arrives à gérer ça, toi, dans le côté peut-être plus personnel, où là, il y a peut-être moins d'automatisme d'entrepreneur et où l'émotionnel prend le dessus. T'as raison, c'est un très bon exemple parce que c'est l'exemple le plus sensible. Aujourd'hui, moi, je suis en couple avec une fille dont je suis fou amoureux. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, donc ça fait pas 9 ans, ça fait pas 20 ans, où je pense que là, pour le coup, t'as des dettes de relations qui peuvent crisper sur de sujets et empêcher de la vérité de sortir. Mais j'ai accepté que il fallait que je dise ce que je pense et que c'était la meilleure chance qu'on aurait de rester toute notre vie ensemble. Donc j'ai essayé de retourner le problème en me disant, moins je dis ce que je pense, plus je crée un risque. En fait, au lieu de dire plus je dis ce que je pense, plus je crée un risque. Ouais. Et je pense que c'est une conception de la relation. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis ça, ils peuvent se dire, du coup, je vais leur dire, ah, et toi, quand t'as fait ça la dernière fois, tu m'as manqué de respect, t'as vu comme tu lui parlais à l'autre. Enfin, c'est pas ça que je recommande de faire. Ouais. Ce que je recommande de faire, c'est de partir de son ressenti, de partir de son opinion. Quand t'as fait ça, tu m'as blessé. Qu'est-ce que l'autre peut dire ? Il peut rien dire. Il ne va pas contester ton ressenti. Quand tu veux faire, je mets des grosses games. Quand tu fais des... J'ai eu un contre-exemple ce week-end avec mon meilleur pote. Mais... Ah ouais ? Il t'a dit ça, il était en mode comment tu peux ressentir ça et tout ? Il n'a pas apprécié mon ressenti. Et ça a été, enfin, je vais pas en parler parce que c'est pas le sujet là, mais pour le coup, j'ai moi-même été étonné parce que je suis assez d'accord avec toi. Quand on parle d'un ressenti, je vois pas comment on peut nous reprocher le ressenti que l'on a. Mais tu vois bien qu'il avait un argumentaire un peu bancal, ton pote, du coup. Je trouve que c'était bancal, mais il y avait beaucoup d'émotionnel. Oui, mais entre nous à ce moment-là. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, normalement, si c'est ton pote, tu peux lui faire confiance pour dormir dessus et revenir 3-4 jours ou une semaine après en disant ah quand même, c'est vrai que. En fait, si jamais tu ne dis, en gros, c'est la différence entre tu me manques de respect et je me suis senti pas respecté. Ouais. C'est très différent. Il y en a une qui attaque l'autre sur ses actions, l'autre qui fait part d'un ressenti. Et en fait, c'est très puissant parce que c'est comme si là, j'avais un problème ou j'avais une charge et au lieu de te la balancer à la gueule, je te la donne en disant maintenant, c'est ton problème.
Tu sais ce que je veux dire? Parce que dans un couple, dans une relation amicale, même dans une relation professionnelle, on part toujours du principe qu'on a peur de dire la vérité parce qu'on a peur de créer des frictions ou même des ruptures. Mais si tu donnes ton problème et ton ressenti de manière très 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 peu invasive, de manière très calme et sans essayer d'attaquer l'autre sur son identité, ça devient le problème de l'autre. Ça devient à l'autre de résoudre en fait ton ressenti. Ouais. Alors, d'y répondre en tout cas. Exactement. Faut pas que ça devienne manipulatoire. Ouais. Parce que sinon, ça peut devenir aussi manipulatoire ce truc-là. Où je te dis en fait, là je me suis pas senti respecté alors que t'as absolument rien fait pour que je ressente ça et du coup toi tu te sens mal et tu psychotes. Tu te dis attends qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, faut faire attention. Faut être respectueux aussi de l'autre. Mais pour le coup, là-dessus, moi je trouve que c'est extrêmement puissant. C'est con ce que je veux dire, mais nous avec nos associés on est 4, donc 4 ça peut vite partir en vrille, mais en même temps on est ultra solides à nous 4, on s'adore, on a l'impression qu'on passe même pas assez de temps ensemble. On part en vacances ensemble, enfin, c'est comme un délire, on passe notre taf dans l'année ensemble, on part en vacances ensemble. Mais parce qu'à chaque fois qu'on n'est pas d'accord sur un truc, on est en mode non mais là tu vois, j'ai l'impression, en tout cas j'ai ressenti que t'étais pas au niveau sur ce dossier-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, l'autre peut pas dire si j'étais au niveau, t'es en mode ah d'accord, c'était mon ressenti. Et du coup l'autre est obligé de te convaincre. Tu mets l'autre dans la position de te convaincre au lieu de le mettre dans la position de se braquer, en fait. Et c'est ça que je trouve très puissant, ça crée des conversations beaucoup plus constructives. Alors après, tu auras toujours des gens qui s'énervent. Mais si tu dis les choses clairement, de manière transparente et sans créer des risques, des attaques sur l'identité de l'autre, je suis convaincu que tu peux avoir des conversations absolument passionnantes et qui sont très transformatrices de tes relations. C'est pas toujours facile, tout le monde a des biais, tout ce que tu veux. Puis il y a la famille, où la famille, c'est carrément une catégorie à part parce que tu peux pas vraiment t'échapper de ta propre famille. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose dans le cadre familial, mais amical, amoureux ou professionnel, pour moi, tu peux complètement imposer cette vision très transparente de ce que tu ressens. En revanche, faut accepter que l'autre, du coup, puisse dire « je m'en fous » ou « c'est pas mon sujet principal ». Ça fait partie de cette vision de la transparence. Et donc, en fait, pour en revenir sur la question du doute, c'est parce que toi, tu es en capacité de douter de toi-même et de ce que tu vois tout le temps que tu es capable d'aller nourrir une transparence émotionnelle avec les gens qui n'est pas quelque chose d'invasif. Parce que le plus violent pour les gens, c'est la cocotte minute. C'est tu dis rien, t'encaisses, tu dis rien, t'encaisses, tu dis rien, t'encaisses, tu dis rien, t'encaisses, tu dis rien, et puis en fait, la monte en mode en fait, ça fait 1 an que je te dis que. Et là, tu as un problème. Et là, tu crées une fracture. Alors que si jamais tu documentes ton avis avec la personne avec laquelle tu es en disant non, mais tu vois, ça, quand tu fais ce truc, moi, j'aime pas trop. On reste pas trop non plus pour délire. C'est pas la fin du monde si tu le fais, mais ça me fait un peu chier. Et que 2 mois après, tu reviens en disant bon, là, ça commence à faire trop. Ou que tu viens 2 mois après en disant ah non, finalement, ça va très bien. Tu vas être capable de tisser des relations, en fait, de créer de l'ancrage, de pas créer de la surprise chez les gens. J'ai fait un stage de PNL il y a quelques mois, donc programmation neurolinguistique, et c'était l'un des points essentiels, c'est arrêter, à partir du stage, le but c'est d'arrêter de mettre des choses sous le tapis. C'est terminé. Tu parlais de dette, justement dans un couple. C'est justement ça. On arrête cette partie-là. Et je trouve ça assez juste. Donc on est encore sur cette honnêteté. Et en France, pour le coup, je trouve qu'on a eu un vrai essor du développement personnel. Alors il y a eu du bon et du moins bon dedans. Bien sûr. Mais on a eu un essor du développement personnel qui, je pense, a été extrêmement positif parce que je trouve que la France, de ce point de vue-là, ton progrès, enfin, quand je prends la France d'aujourd'hui versus la France d'il y a 10 ans sur la question de la gestion du conflit entre êtres humains, de la gestion des émotions, du fait de dire la vérité, peut-être que c'est parce que je grandis, donc je me rends pas compte, mais en tout cas j'ai l'impression que les gens se disent beaucoup plus ce qu'ils pensent de manière beaucoup moins violente qu'il y a 10 ans. Et là je parle pas dans le cadre débat média, je parle vraiment en cadre personnel, amical, amoureux, professionnel, tu vois. Ça fait super plaisir. Et moi j'aime beaucoup ça. Je pense qu'on peut résoudre tous les problèmes tant qu'on a le problème. Oui. C'est-à-dire, si on n'a pas le problème, on va pas pouvoir trouver une solution. J'ai des petites questions, réponses rapides. Vas-y. Enfin, réponse rapide, tout est relatif. Si tu peux répondre rapidement, c'est cool. Le but n'est pas d'en faire des tirades. C'est quoi pour toi oser ? C'est accepter de perdre. T'es plutôt une morning routine de moine bouddhiste ou de star stopper sous caféine ? Je suis plutôt muscu douche froide et ça me suffit, quoi, tu vois. Muscu douche froide. Non, mais... sport, toi tu muscu, tu vois, mais en vrai, ouais. Pour et la méditation et non. Pour le coup, moi, comme je suis pas du matin, il faut que le réveil soit violent. Ok. Sinon si je monte trop progressivement, ça va prendre 4 heures, tu vois. Okay. Donc, s'il faut que ce soit rapide, je fais 1 heure de sport, 30 minutes de douche, préparation, habillement avec douche froide. Ok, nickel. C'est quoi ton plus gros syndrome d'imposteur en mode je fais genre, je gère, mais je panique en silence ?
Le fait que les gens me prêtent des intentions politiques. En fait, je panique quand je fais genre je gère en mode non, mais de toute façon, moi je ferai jamais de la politique de ma vie et tout ce que tu veux. Et en fait, je panique parce que je me dis comment, en ayant fait entre guillemets si peu de choses, c'est très cool ce qu'on fait avec le Crayon Groupe. Hein, c'est un des plus gros groupes médias sur le digital, ce que tu veux, mais quand je compare à ce que d'autres Français ont fait, je me dis comment les gens peuvent se projeter en homme politique, avoir Valorant, tu vois. Je me dis putain, on est vraiment tombé si bas pour que en fait ça soit un gamin de 27 ans, mais en vrai ce serait pareil pour Bardella, pour Attal, ou pour Clémence Guettet à la France Insoumise, pour que ça chie tous les camps, que ça, tout le monde est content. Je comprends pas comment on peut mettre son espoir sur des gens aussi jeunes, en fait. Je ne comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et ça, pour le coup, ça me fait froid dans le dos. Je suis en mode ouh putain de merde, tu vois. Non, ça c'est vraiment pas du tout. Non, SVP, pas de politique. Moi, je veux pas faire de politique. C'est pas mon jeu, c'est pas mon truc. Moi, j'ai envie de construire des trucs utiles pour les gens. Je m'en fous de la politique et ça me fait. Là, je gère pas du tout, en fait, pour le coup, tu vois, de ce point de vue-là. Parce que c'est un truc qui est beaucoup revenu. Comme j'ai des discours un peu offensifs et tout ce que tu veux, c'est beaucoup revenu de, en gros, à la blague Valorant président, mais après, plus sérieusement, en mode, tu devrais pas faire de la politique, les partis politiques, faut les renouveler, ils auraient besoin de nouvel incarnant comme toi, tout ce que tu veux, même parfois des partis eux-mêmes qui venaient. Pas du tout. Oula, pas du tout. J'envoie le très mauvais message si c'est ce que les gens concluent comme truc, tu vois. Après, si on a le temps là avant la fin de l'interview, je te ferai un peu de numérologie. Je suis pas étonné, hein, parce que en fait, entre tout ce que tu dis et ta numérologie, effectivement, il y a un côté, je sais gérer les communautés, voire même plus. Mais donc, complètement. Mais moi, de manière privée, indépendante, moi, j'ai pas envie d'avoir à rendre de compte à la France, quoi. Tu vois, la numérologie n'a pas dit que t'allais être président. Hein, c'est pas ça que je te dis. Bah, j'espère, putain, parce que c'est vraiment pas, c'est pas prévu, quoi. Si tu pouvais piquer le cerveau de n'importe quel entrepreneur ou créateur pour une journée, tu choisis qui ? Mark Zuckerberg, tous les jours. Créateur de Facebook. Qui a le système d'information et les données pour comprendre mieux le monde que n'importe qui. Ok. Le conseil développement perso que tu as longtemps trouvé bidon jusqu'à qu'il fasse sens. Faut se détacher du regard des autres. C'est un truc qui est tellement répété que ça en est devenu bidon. Alors qu'en fait, à la fin des fins, tout le monde s'en fout. Non, mais dans le sens où nous, tu sais, on a été critiqués par des gens de gauche, par des gens de droite, par des gens très parisiens, par des gens très campagnes. On a été critiqués par quasiment toutes les sphères de la société, d'une manière ou d'une autre, sur une émission, sur un truc ou autre. C'est toujours violent à vivre parce que tu te donnes tellement de mal que tu te dis putain, mais attends, c'est quand même relou, quoi. Moi, je me fais chier, c'est de servir un bon travail qui en plus, je crois, est d'utilité publique, et les gens ils me disent va te faire foutre, quoi. C'est relou. Et en fait, tout le monde s'en fout. Et même eux, ils s'en foutent. Même ceux qui te font des critiques négatives, ils s'en foutent. Ils t'ont fait la critique négative. La minute d'après, ils sont en train de penser à la PlayStation, ils sont en train de penser à leur cours de pilates, ils sont en train de penser à leur thé matcha ou à leurs propres problèmes. Les gens en ont rien à foutre des autres. Ils pensent qu'à eux-mêmes. C'est quoi ta plus grande peur ? D'avoir raison, mais que personne ne le voit. C'est le mythe de Cassandre. Je sais pas si tu vois. Non. Le mythe de Cassandre, c'est... c'est un mythe grec où en gros, je sais plus exactement la nature de pourquoi les dieux grecs ont décidé ça, mais ils ont maudit une meuf qui du coup avait la capacité de voir le futur, mais l'incapacité de convaincre les gens du danger qui les guettait. Typiquement, le mythe de Cassandre, c'est ce qu'on va retrouver par exemple chez une Greta Thunberg ou une Camille Etienne. Elle voit le problème écologique arriver, elle a beau faire tout ce qu'elle peut, tout le monde s'en tabasse. Alors c'est pas vrai, tout le monde s'en tabasse pas, oui. tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça me fait très 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 peur. L'idée de me dire que je suis convaincu d'un truc, que j'ai vu un truc qui va arriver, je sais que ça va arriver, et que personne me croit, et encore pire, on se fout de ma gueule ou on me condamne parce que je dis ça alors que je sais que je vais avoir raison, ça me terrorise. Don't look up. Ouais. Don't look up, ça me terrorise. Très intéressant, très pertinent comme réponse. Le plus dur, lever 1 million d'euros ou te lever à 7h du mat pour un tournage ? Lever 1 million d'euros. Lever 1 million d'euros, c'est pas facile. C'est jamais facile. Même quand la boîte est très attractive et qu'au final on se retrouve avec plus que ça, même si on a refusé des gens qui sont arrivés trop tard, quoi, tu vois. C'est très dur, c'est très chiant. En fait, tu parles quasiment, tu parles pas de, j'ai l'impression que tu parles pas de ce que tu vas faire, tu parles de ce qu'il faut faire pour. Donc t'as pas des discussions, pour le coup, je trouve extrêmement sincères de ce point de vue-là, parce que t'es en train de faire de la négo alors que tu devrais en train de faire de la vision partagée. Mais bon, c'est que ma vision du truc, y a des gens qui connaissent mieux le sujet que moi. Quand t'as plus d'inspiration, tu fais quoi ? Je coupe tout pendant 30 minutes, 1 heure. Ok. Tout.
Tu peux agrémenter ça d'une douche si jamais ça aide, mais tu coupes toutes les formes de distraction et tu fais le vide pendant 1 heure. Même quitte à te faire chier, quitte à être là sur son canapé, comme ça, rien faire. Ouais. Tu peux, et moi c'est ce que je fais en plus, je rajoute quand même les notes. Je me mets en mode avion, mais j'ai mes notes. Normalement, si jamais au bout d'une demi-heure, t'as pas des idées qui te viennent, pour le coup, c'est que il faut que tu fasses ça plus régulièrement, parce que c'est que t'es bien essoré. Deuxième technique, celle-là encore plus puissante, mais un peu moins développement personnel. Quand t'as besoin d'une solution pour un truc, t'en notes 20. Au lieu d'en noter 3-4, t'en notes 20. Pourquoi ? Parce qu'au bout de la 10e, tu vas commencer à galérer, et du coup ton cerveau va commencer à activer d'autres zones, d'autres trucs auxquels t'aurais pas pensé. Et parfois, dans les 15 à 20 dernières solutions que tu as trouvées, tu as des trucs complètement zinzin et débiles. Parfois, tu as des idées brillantes qui changent une boîte. Hyper intéressant, parce que je pense que là, tu parles de boîte, mais ça peut être même dans sa vie personnelle. Ah bah complètement. On peut aussi avoir des choses... Je sais pas, typiquement, tu as envie de changer de job et tu te dis, c'est quoi mes solutions ? Tu vas avoir, je peux faire du freelance là-dessus, je peux aller dans telle boîte, je peux bouger dans telle ville. Mais si tu dois noter 20 trucs, ton 20e, ça peut être en fait, j'ouvre une galerie d'œuvres d'art en faisant du poirier, tu vois. J'exagère, mais... Et en fait, tu vas commencer à avoir des idées vachement plus originales. Super technique. Je la mettrai en pratique. Avec plaisir. Certaines choses. Il faut, c'est méga pratique. T'as déjà eu un moment de craquage complet, genre larmes dans un Uber ou un vocal de 10 minutes à un pote ? Ouais, j'ai eu un craquage complet. Il faudrait que je le date exactement. Oui. En gros, on a reçu le président Emmanuel Macron sur le crayon. Donc on a reçu le président de la République sur le crayon. Et il y a un premier degré. Il y a un journaliste, justement pas. Il y a un mec qui a fait une chronique sur France Culture pour dire que le crayon est un média putabuzz qui était sans journaliste. Et 3 choses m'ont fait péter un cap ce jour-là. Première chose, le mec qui a écrit ça, il n'est pas journaliste. Donc il est sur France Culture sans être journaliste pour nous dire que nous, on est de la merde parce qu'on n'est pas journaliste. Et je suis en mode, du coup, si ce que tu dis est vrai, ta chronique c'est de la merde, et du coup ce qu'on vient de lire est pas vrai non plus. Donc en fait, c'est le genre de truc où soit tout est vrai et dans ce cas-là t'as tort, soit tout est faux, dans ce cas-là t'as tort dans les deux cas. Deuxième chose, il a écrit ça dans le cadre de l'interview de Macron, l'interview n'était pas sortie. Tu sais, regarde l'interview au hasard. Tu sais, on est quand même un média, c'est quand même cool d'être jugé sur notre contenu. Troisième chose, le clash et le buzz. Il a regardé le crayon ou pas ? Il a regardé le crayon ? Faisons le décompte vraiment du pourcentage de clash au sein des émissions du crayon. On a fait plus de 1000 émissions depuis le début du crayon. Il doit y en avoir une vingtaine où ça clash. Je vous fais le calcul, ça fait 2%. Ouais. 2%, c'est pas beaucoup. Donc tu vois, ça, là j'ai craqué. Enfin j'ai pété un câble. D'ailleurs on l'a rencontré en physique, ce cher monsieur, ce François, pour lui expliquer à quel point on n'était pas d'accord avec sa vision des choses, parce que moi c'est toujours la même vision, on réunit les gens. Donc en fait, on l'a invité boire un café, on a expliqué pourquoi on n'était pas d'accord et pourquoi on était extrêmement vexé et énervé qu'on puisse dire ça de nous. Il a dit je comprends, il se sentait un peu con, mais il maintenait ce qu'il disait et fin de l'histoire, tu vois. Mais parce qu'on se plante pas. Mais là j'ai pété un câble parce que je te demande mais putain, mais en fait le système médiatique est malade. Enfin, on est fou quoi. C'est-à-dire comment on peut taper sur des gens qui bossent comme des malades et comme des acharnés depuis des années pour essayer d'accomplir une mission que j'estime importante pour la société, réunir les désaccords, sans regarder ce qu'on fait, en tapant sur des trucs qui le rend lui-même illégitime comme argument, et tout ça sans nous appeler, sans nous contacter, sans nous demander notre avis, des infos, comprendre ce qu'on a derrière la tête. C'est quand même fou. Ce qui est dingue, c'est de se dire que là, celui qui réagit, c'est le petit Valran qui dit c'est abusé. Exactement. Et que ça ramène clairement, j'ai le sentiment à qui tu étais petit. En fait, enfin, j'ai l'impression que t'as pas changé. Quand je te vois, moi, je vois le gamin à l'école qui disait c'est abusé, tu vois. Mais t'as raison parce qu'en fait c'est le même. T'as raison, t'as complètement. C'est vrai que je l'ai jamais vu comme ça, mais c'est le même mécanisme de refus de l'institution que j'estime pas légitime. Ouais. Et en fait c'est marrant parce que ça a traversé tout ce que j'ai fait en fait jusque-là. C'est je combats l'illégitimité de choses qui pourtant doivent porter le nom de la légitimité. Un ministre qui est illégitime, un grand média qui est illégitime, une grande entreprise qui est illégitime. Et illégitime, c'est plein de trucs. C'est mentir, c'est diffamer, c'est attaquer des gens qui n'ont rien demandé et qui essayent de faire leur truc, c'est désinformer, c'est plein de trucs, mais ça tourne toujours autour de tu devrais être la référence, tu devrais être le truc dont on est sûr, et tu es au contraire le truc qui nous emmène dans la mauvaise direction. T'es connecté à tes émotions ? Plutôt, je suis pas forcément, je suis assez, comment dire ça ?
je suis assez sensible dans le sens de je partage plein de trucs. Quand je suis pas content, je suis en mode ah je suis pas content. Quand je suis trop content, je suis en mode ah je suis trop content. Enfin je vis beaucoup mes émotions au quotidien. En revanche, je fais pas beaucoup d'introspection émotionnelle et tout ce que tu veux parce que j'estime que ça peut parfois être un mauvais guide si on est trop dans l'introspection. Alors peut-être que j'y suis pas assez, mais j'ai peur. J'ai un peu peur de tomber dans les gens qui passent leur temps à s'écouter parler, à s'écouter réfléchir, à s'écouter penser, et qui finalement sont jamais en train de se construire, mais toujours en train de s'analyser, tu vois. Et que pour moi, la construction nécessite une forme de chute de ses propres émotions et de ses propres instincts. C'est marrant, on dirait ma mère qui m'a dit la dernière fois arrête de te poser autant de questions, ça ira mieux. Bah non, mais en vrai, moi pour le coup, je suis d'accord avec ta mère là-dessus. Moi, je suis comme toi hein, à la base. Je me pose 1 milliard de questions et tout ce que tu veux. Et c'est mon grand frère pour le coup qui m'a dit cette phrase-là qui m'a beaucoup aidé. Où j'étais un peu le mec en mode c'est abusé. Et j'étais en mode ouais, et tout, c'est abusé, les gens ils font ça, c'est trop nul et tout. Nanana. Et mon frère un jour m'a répondu mais gros, mais en fait, tu fais rien. Donc, enfin, tu fais rien pour changer ça. Donc en fait, soit tu fais quelque chose pour changer ça, soit t'arrêtes de nous casser les oreilles en fait. Et c'est là où j'ai eu un switch en mode ok go. Tu pleures facilement? Je me force pas à ne pas pleurer, mais pas facilement non plus. Et qu'est-ce qui te fait pleurer? Une très très belle histoire dans un film, un truc déchirant dans un film. Okay. Je sais pas comment j'ai pas comment de mots pour le dire, mais en gros tout ce qui est impossible, tu vois, en gros, dans un film, tu vois, typiquement un amour impossible, une amitié impossible, un combat impossible. Ça me... Tu vois, typiquement, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est pas le truc le plus triste, tout ce que tu veux, tu vois, mais j'ai trouvé qu'un vice-versa m'avait beaucoup secoué de ce point de vue-là, le 1 et même le 2, même le 2 qui est très bien, mais le 1 encore plus, j'ai trouvé ça extrêmement triste et en même temps touchant et tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre un peu dans ces trucs-là C'est marrant ce que tu dis parce que c'est rare, enfin c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Je pense que là les gens qui nous écoutent, il y en a plein, c'est le cas, hein, mais moi je rencontre pas forcément des gens qui disent ça et moi c'est la même chose. Ah ouais, c'est des films aussi et tout. C'est ces trucs d'impossible, les gens qui vont réussir un truc, mais ça peut même être une entrée de concert. Ça va me galvaniser et comme waouh il a fait ça ou dans le film il a réussi ça. Alors ça je suis mais tellement, et je te prends 2 exemples de ce point de vue là. Il y a 2 choses. Alors là pour le coup on est moins dans le côté pleurer mais plus dans le côté émotionnel, de bouffer d'inspiration, de trucs absolument génial et tout. C'est la victoire du club de foot Leicester en Première Ligue. Okay. C'est la ligue anglaise, c'est la ligue la plus élitiste du monde. Et il y a un club qui était le plus mauvais club l'année précédente qui a gagné l'année d'après. Personne ne l'aurait jamais parié, c'est une anomalie statistique, littéralement. Et ils ont gagné et ils ont fait une saison extraordinaire, incroyable. Le deuxième truc, c'est Nino. Alors c'est un peu plus le côté hardcore, rap hardcore et tout ce que tu veux, mais enfin le côté un peu revanche et tout, des mecs hardcore et tout. Mais c'est le 3 mai 2025, on sera 80 000. Il était au Stade de France, il a fait un son. Et c'est ouf de se dire qu'un petit gars qui a cru en sa musique se retrouve après derrière à faire un tour en buggy en mode genre sur la musique de le 3 mai 2025, on est 80 000. Tu vois. C'est ouf, moi je trouve ça ouf. En fait j'adore les récits d'outsiders. J'adore les récits d'outsiders. On s'occupe par exemple de l'image et des relations presse de Kelly Massol. Ouais. Moi, Kelly, elle m'inspire ça, elle me fout des frissons sur ça. C'est vraiment une meuf qui a commencé genre dans sa cuisine avec ses propres recettes et qui aujourd'hui dirige une des plus belles marques montantes de la cosmétique française. C'est incroyable. Elle a un discours en plus sur les outsiders, c'est incroyable. Et ça, moi, ça me drive, tu vois, vraiment. Pour moi, c'est la revanche des outsiders, c'est un des trucs que je trouve le plus beau. Still Dre de Dr. Dre, c'est la musique très connue et tout. Peu de gens savent ça, parce que peu de gens connaissent la vie de Dr. Dre, mais au moment où il sort Still Dre, il a sorti un album qui a cartonné et après il a disparu un peu des radars parce que son label a eu des gros problèmes de management parce qu'il y a eu Tupac qui est mort dans une guerre de gang. Ils se sont fait un peu jeter je crois que c'est des Music Awards et tout, avec la guerre Bad Boys Death Row, tu vois, donc entre 2 labels. Son frère est mort, il est tombé dans l'alcoolisme lui, et il sort un album après s'être remis un peu à l'endroit. Et il te sort Still Dre, qui est sa musique la plus connue et une des plus grandes musiques de l'histoire du rap. Et il est en mode genre, c'est toujours moi le boss, quoi, tu vois. Et t'es vraiment en mode, ça, moi, ça m'inspire, tu vois. Rien que d'en parler, je suis ému. Je suis en mode, c'est incroyable ça, tu vois.
trouve ça incroyable, tu vois. Et il sort une phrase, alors, traduit en français, ça donne et quand j'étais proche de la défaite, je me suis dressé sur mes pieds, tu vois. Et sur mode, c'est magnifique ça, tu vois. Le mec que tout le monde va attaquer, il est plus bactère et il va se dresser en mode genre, je refuse la défaite, tu vois. Et ça, je trouve, ça m'inspire de fou. Est-ce que toi, justement, il y a quelque chose comme ça que tu as envie de réussir au fond de toi, qui donnerait cette inspiration et justement peut-être qui impressionnerait encore une fois les barrières que tu as pu te mettre à un moment donné et aujourd'hui que tu exploses? Moi, je rêve de faire une émission un jour sur le Crillon où deux camps que tout oppose. C'est pas forcément droite-gauche, hein, ça peut être d'autres types de camps, mais que les camps terminent vraiment la vidéo en disant putain, mais il faut qu'on arrête de se hurler dessus. Et qui est vraiment une forme d'acte fondateur. Alors pas forcément pour toute la société, mais au moins pour un domaine. Je sais pas, ça peut être la chasse et la protection animale, ça peut être l'immigration, ça peut être les violences policières, ça peut être l'écologie, ça peut être qu'est-ce que je prends des sujets la gestion du poids, est-ce que tu veux, et qu'il y a des clans qui ont l'habitude de s'embrouiller, et là pour la première fois ils s'arrêtent, ils se disent viens, on arrête de se hurler dessus. Viens, on s'assoit tous les deux autour d'une table, on essaie de voir c'est quoi les solutions qu'on peut trouver. Ça, moi, je rêverais d'une émission comme ça sur le Crillon. Ça, là, pour le coup, je lâcherais une larme et je dirais, c'est bon, drop de mic, on a fait le taf, maintenant, je peux passer je sais pas, à autre chose dans ma vie, tu vois. Mais tant que j'aurais pas ce moment fondateur en mode genre, on va construire ensemble malgré nos désaccords, comme une espèce d'acte de naissance publique, tu vois. Ce serait incroyable, ça. Pour terminer, je veux juste quand même te faire un petit éclairage sur ta numérologie. T'y crois à ce genre de choses ou pas? Pas trop en fait. non mais dans le sens où il y a trop de coïncidences pour qu'il y ait rien, et d'un autre côté, c'est pas suffisamment scientifiquement basé pour que j'arrive à comprendre le rationnel derrière, quoi. En gros. Ouais, j'entends. L'idée, c'est que, évidemment, une séance de numérologie, ça dure 2 heures, il y a énormément d'informations. Là, c'est juste de voir que tu as des besoins fondamentaux à nourrir pour te sentir aligné. C'est un triangle fondamental, on va le dire comme ça. Et dans ce triangle fondamental, tu as ce qu'on appelle un chemin de vie, donc, qui porte un peu ce nom, peut-être un peu spirituel, mais ça donne un peu l'idée de quel est du chemin de vie. Là, tu as du 11, et en fait, c'est un maître nombre. En fait, ça va de 1 à 9, et les maîtres nombres, c'est le 11, le 22 et le 33, qui ont une dimension collective. En fait, ce que ça sous-entend, c'est que le 11, c'est un 2, mais on garde le côté 11. Le 2, il aime travailler en binôme, il aime être en équipe, il aime être face à face, il aime accompagner pour faire grandir. Il y a une forme d'empathie et de sensibilité. L'archétype, c'est la mère, la maman, pas la mère. Tu vois, la madré. Et en fait, le 11 amène un côté super accompagnateur pour faire grandir et évoluer les gens, les structures, la société, en étant intuitif, chercheur, créatif, inspiré, idéaliste, un véritable personnage, aimant se surpasser, dépasser ses doutes, travailler toujours en binôme, etc. Il aime les grandes réalisations, les démarches tournées vers le collectif. Ouais, ça sent putain. Vive le collectif. Ça, tout le monde n'a pas ça. Hein. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des trucs que je trouve vachement intéressants, tu vois. Moi, quand je dis ça, je te vois. Bah, ça fait plaisir. Et potentiellement... Je sais pas si je correspond à tous ces qualificatifs aussi positifs, tu vois. C'est ce que tu as raconté là pendant 1 heure. Ouais, mais après, on fait de notre mieux. Moi, je veux pas que les gens ils prennent ce que je dis, ou d'ailleurs même ils devraient pas prendre ce que tout le monde leur dit pour des vérités absolues. Je pense que chacun fait de son mieux, et après, faut juste être attentif à ce qui communique. Enfin, tu vois. Je sais pas comment ça. Moi, je suis très collectif, tu vois, mais après, oui, tu l'es. Je suis pas un saint, tu vois. Non mais attention, là, je te dis pas que t'es un saint. Non mais c'est ce que je veux dire. j'aime gagner en équipe. Je trouve que la victoire seule et la défaite seule, c'est les deux pires sentiments. Et ce qui est exactement, encore en termes de ta numérologie, et bien sûr, il y a le côté négatif. Attention au manque de confiance en soi, au fait de se sentir inutile, d'être plein de doutes et indécis. Bon. Indécis, ça va. Le reste, ouais. Ça, encore une fois, je peux pas m'étaler là-dessus, ouais, ça donne une idée. Et ce qu'on va appeler ton objectif, pareil, je vais pas rentrer dans le détail, mais besoin à nourrir pour te sentir aligné, tu as du 3, et le 3, il est créateur, communicant. C'est un commercial, sociable, spontané, charismatique, joueur, joyeux. Il aime créer du lien, s'exprimer manuellement, physiquement, verbalement, échanger, commercer. Il aime faire de l'humour, il aime être sur scène, il aime briller. Ouais, ça ouais, en vrai. J'aime être sur scène, c'est trop cool d'être sur scène, c'est marrant d'être sur scène. Mais, c'est assez juste aussi. Ouais, c'est assez juste. En fait, là. Non, mais je suis d'accord.
Et qu'est-ce qui détermine ça? C'est la date de naissance? Là, c'est ta date de naissance, ouais, tout à Putain, fait. c'est marrant. Ouais. Mais ce serait quoi le rationnel, selon toi? Qu'est-ce qui expliquerait que la date de naissance soit capable d'être aussi éclairant? En fait, j'avoue que je sais que la numérologie, à la base, c'est très ancien, puisque l'énergie des nombres n'a pas eu d'évolution depuis Pythagore. Il y a, et j'ai pas envie de dire de conneries parce que je suis pas assez calé là-dessus, mais il y a et je vais dire une bêtise donc je vais pas le dire, mais un grand compositeur du siècle d'il y a très longtemps qui a tout composé via la numérologie et via les nombres. C'est quelque chose qui a toujours existé en fait. Je suis désolé, je suis pas historien là-dessus. Non, mais c'est comme une forme de vérité un peu transcendantale et tout. Ouais, que je comprends qu'on puisse douter, mais en fait moi depuis 2 ans je pratique ça et je suis fasciné. J'adore l'astrologie. Mais l'astrologie, ça me paraît plus flou. La numérologie, à chaque fois, je suis épaté. Épaté par... L'astrologie, t'es un peu coincé dans 12 profils, de toute façon. Et donc, en fait, ça se rapproche d'un MBTI dans lequel tu donnes pas tes réponses, tu vois. Je sais pas si tu vois le MBTI. Oui, tout à fait, ouais. Que j'adore, moi, je trouve ça excellent comme outil. Qui se base, je sais pas si tu le sais, sur les profils psychologiques de Carl Jung. Ouais. Oui, d'accord. Je savais pas, ouais. Et en fait, c'est Carl Jung qui a créé des profils psychologiques, et en fait c'est Myers et Briggs dans les années 60 et 70 aux États-Unis, puis après repris par des chercheurs qui ont construit sur la base de ces je sais plus si c'est stéréotypes de Carl Jung ou prototypes dans ces archétypes de personnalité de Carl Jung. Elles ont créé les 16 personnalités, le Myers-Briggs Type Indicator, qui est aujourd'hui une référence dans plein de domaines. Pour ceux qui connaissent pas, je mettrai le lien dans la description pour aller franchement. voir. Normalement, c'est vrai que ça je l'ai remarqué, une numérologie bien faite, une astrologie complète et bien faite, et le MBTI, t'es censé tomber sur globalement les mêmes choses. Bah, en vrai, pour le coup, moi, mon MBTI, il est proche de ça, effectivement. C'est ENTP, donc innovateur. Ah bah, ouais. Oui. Et puis là, extraverti, abstrait, objectif et souple. Ouais. Dernière petite question. Avec plaisir. Je pourrais parler avec toi des heures et des moi heures aussi. et des heures. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Prendre la parole en public, franchement. Si je sors du côté très concrètement quel projet j'ai le plus osé ou quelle action j'ai le plus osé, si j'essaie d'englober ça dans des catégories, je pense que le plus osé ou le plus courageux, c'est de prendre la parole en public. Parce que c'est, je pense, le truc le plus violent pour un individu à la base, de s'exprimer en public, de poster sur LinkedIn, de participer à des podcasts, des conférences, des plateaux télé. Je pense que ça, c'est le truc qui est plus violent pour les gens. Et c'est le truc que je suis le plus content d'avoir dépassé tôt dans ma vie. Parce que je pense que c'est vraiment c'est un super pouvoir. Une fois que tu es de l'autre côté du miroir, que tu acceptes de parler en public, que tu acceptes que les gens ils vont dire « Ah mais tu penses ça, mais en fait t'as tort », alors qu'ils n'ont pas du tout compris ce que tu as raconté. Tu acceptes que ça existe et que c'est un super pouvoir parce que du coup tu peux connecter avec des gens qui te ressemblent, les gens qui te lisent et qui comprennent et qui apprécient, ils peuvent te contacter, tu peux te faire des potes, des relations, du réseau, construire des projets. C'est un super pouvoir au XXIe siècle, je trouve. C'est fou, je sais pas si on te l'a déjà dit. En fait, moi, tu me touches énormément. Ben, merci je Nico, trouve que ça fait tu as trop plaisir. quelque chose de très touchant. Et je pense que ce qui me touche, c'est la passion que tu dégages. Et j'adore ce que je fais. J'ai une vie trop cool, en fait. moi. Je vais pas me plaindre. Il y a tellement de gens en France qui souffrent. Moi, j'ai une vie trop cool de ce point de vue-là. C'est juste que j'ai conscience de l'ampleur de l'ambition et de la mission qui est la nôtre et qu'il faut qu'on soit à la hauteur de ça. Ouais. Et ça, c'est important pour les gens. Il y a trop de gens qui ont dit on va faire ça et qui ne l'ont pas fait. Nous, il faut qu'on soit à la hauteur des promesses qu'on a faites auprès de notre audience, auprès du public, tu vois. Et c'est vraiment important. Je pense que ce dont a le plus besoin la société française, c'est de confiance. Et nous, on est là pour essayer d'en apporter le plus possible. Mais ce qui est presque encore plus touchant, et je comprends tout ce que tu amènes et que tu fais pour la société et pour changer les mentalités. J'adore, je trouve ça génial. Mais c'est de voir potentiellement le petit Valorant, un peu con, un peu rebelle, qui aujourd'hui a transformé, en fait, là où tu aurais pu aller droit au mur et faire des conneries, bah, tu as transformé ça en faveur de la société. Et ça, je trouve ça fantastique. Bah, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Nico. C'était un plaisir d'être là, en tout cas. Vraiment.
Merci d'avoir accepté Trop cool. l'invitation. Pour te retrouver, si les gens veulent. LinkedIn, Insta, Classique. Valorant MB ou Valorant Moulet-Berthaud, et évidemment Le Crayon, les Pépites de France, donc nos 2 médias, Le Surligneur pour ceux qui veulent se faire accompagner en Ouais. relation presse ou en personal branding. Enfin, en tout cas, c'est trop cool de discuter là, et puis ça fait plaisir parce que beaucoup de podcasts ou d'émissions que je fais, elles sont assez ou politiques ou entrepreneuriales. Elles sont pas beaucoup de dev perso ou émotionnelles, et c'était quasiment une première pour moi dans ce genre d'exercice, donc ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Hein. C'était génial. Merci beaucoup, Valorant. Merci Nico. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Valorant a pu t'inspirer. Je trouve que c'est quelqu'un qui vraiment m'avait boosté, en tout cas en termes d'énergie. Il a le feu sacré en lui pour réaliser des projets, pour avancer. Et je trouve qu'on a besoin de personnes comme ça. J'aime le dire, mais on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et forcément, avec ce podcast, peut-être que ça t'inspire à voir plus grand, à oser, à être à la fois dans l'introspection, mais aussi dans l'action et avancer dans ta vie et atteindre tes objectifs. N'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu as les vidéos pépites de l'interview, enfin des interviews, et également tu peux partager les épisodes, les partager en story, ça fait toujours plaisir. Et merci pour vos nombreux messages que je reçois chaque semaine. Je m'efforce d'y répondre parce que ça me touche toujours autant. À très bientôt, salut.